au quantum d'action, on a vu qu'on pouvait quantifier les énergies dès que la matière se trouve dans un puits de potentiel. Les valeurs de l'énergie ne peuvent plus prendre des valeurs arbitraires. On a ce qu'on appelle un spectre d'énergie, auquel on peut associer un spectre de fréquence par la relation fondamentale que toute énergie, E, peut être considérée comme une fréquence que multiplie le quantum d'action H qui est différent de 0. Comme ici, lorsque H égale 0, eh bien, ma longueur d'onde disparaît, c'est-à-dire que je n'ai plus que le comportement corpusculaire, masse-vitesse. Vous voyez ici, c'est pareil, si H était nul, je n'aurais plus cette relation entre l'énergie et la fréquence. C'est parce que H n'est pas nul que la fréquence, que toute énergie peut être assimilée à une fréquence. Voilà. Donc ça, c'est sympathique, parce que ça permet d'expliquer pourquoi les mains émettent de l'infrarouge et pas des rayons X. Parce que le spectre du corps noir, quand on intègre sur les fréquences lumineuses, il ne faut pas prendre toutes les fréquences, mais juste les fréquences qui sont autorisées par le puits de potentiel dans lequel on se trouve. Et puis, ça résout les problèmes pour les capacités calorifiques, parce que par exemple, ce mouvement de vibration de la molécule d'eau, il demande beaucoup d'énergie, il se fait à très haute fréquence. Ce qui fait que si je suis à basse température, je ne peux pas l'exciter, et donc il est figé. Et comme il est figé, je ne le vois pas quand je mesure ma capacité calorifique. Je mesure une capacité qui est inférieure à la théorie, parce qu'il y a un mouvement qui est à trop haute fréquence. Si par contre je monte la température, je n'ai pas de problème, parce qu'à ce moment-là, je peux activer ce mouvement, et là je vois ma capacité calorifique qui monte progressivement, et puis après c'est le deuxième mouvement qui se met en route, et quand tous les mouvements sont possibles, on retrouve la valeur théorique de 3 fois R, celle qui correspond à une molécule triatomique. Il reste un problème à résoudre, c'est le problème de la stabilité de l'atome. On a vu qu'en physique classique, on a un proton, si on prend l'atome d'hydrogène qui est l'atome le plus simple, il y a un proton de charge positive au noyau, 10-15 mètres à peu près, et autour de ce proton, on trouve un électron. Et j'ai pris cette image que je trouve intéressante, que si je mets le proton au centre d'un stade de football et que je grossis pour que le proton ait la taille d'une mouche, l'électron se trouve sur le dernier gradin. La physique quantique prévoit que l'électron pourrait se trouver, la physique classique prévoit que l'électron pourrait se trouver n'importe où, depuis sur la pelouse ou sur les gradins. En physique quantique, l'électron, il reste toujours au minimum sur le dernier gradin, il peut être plus loin, mais il ne peut pas se rapprocher plus près. Parce que s'il le fait, évidemment, il tombe sur le noyau et à ce moment-là, on n'a plus d'atome. Donc comment on peut résoudre ça? Eh bien, c'est en fait le principe d'indétermination entre la position et la vitesse qui va permettre à l'atome d'exister. Donc ça tombe bien, parce qu'on est fait d'atomes, et on va comprendre pourquoi ces atomes existent, et quelle est cette origine de cette force de répulsion qui oblige l'électron à rester très loin du noyau. Alors, vous avez ici un petit rappel. On sait donc, en 1871, on apprend, par la théorie, ce qu'on appelle cinétique des gaz, on sait calculer pour la première fois la taille d'un atome. On a une théorie cinétique, la physique statistique est développée par Maxwell et Boltzmann, et il montre, les lois de la physique statistique montrent que l'atome, c'est un objet qui a une taille de ce qu'on appelle un angstrom. Cette unité ne doit plus être utilisée parce que c'est une vieille unité, on doit dire maintenant nanomètre, 0,1 nanomètre, c'est-à-dire 0,1 milliardième de mètre. On sait que c'est la taille des atomes et que ces atomes sont stables. Ils ne se désintègrent pas, sauf si on est avec des atomes, quand vous prenez la classification, si vous prenez les derniers atomes de la classification, eux, ils se désintègrent, mais c'est parce qu'il y a tellement de protons que là, ça commence à se casser. Mais si vous prenez un atome de carbone, il ne va jamais se désintégrer. Donc, ça, c'est connu depuis 1871, qu'un atome, c'est stable, et ça a une taille de 10-10 mètres. Il va y avoir les expériences de Thomson, qui vont montrer qu'en mettant un potentiel électrique, je peux arracher les électrons. C'est-à-dire, je mets un atome, j'arrache quelque chose, et quand on mesure ce qu'on a arraché, on voit que c'est une particule qui a une masse très faible, 10-30 kg, et qui a une charge négative. Donc, ça va donner, on va appeler cette particule l'électron. Donc, on sait que dans les atomes, il y a un électron.
Enfin, il y a des électrons. Pour l'atome d'hydrogène, il y en a un seul, c'est pour ça que c'est simple. Et puis on va avoir la fameuse expérience de Rutherford, j'en ai déjà parlé. Là, on envoie des atomes d'or à travers des noyaux d'hélium à travers une feuille d'or, et on voit que les atomes d'hélium passent comme si la feuille d'or n'était pas là. C'est-à-dire que la matière est vide, en fait. Les atomes d'hélium, ils passent, ils se fichent complètement de la feuille d'or, sauf quelques noyaux d'hélium qui tombent sur un grain, et paf! Ils sont déviés avec un très grand angle. Quand on analyse les résultats, on trouve que toute la masse du noyau se trouve confinée dans une sphère qui est toute petite, un femtomètre. Je vous rappelle ici les préfixes multiplicatifs. Un femto, c'est 10-15, nano, c'est 10-9. Et donc, on se trouve dans cette situation où on sait qu'on a un noyau qui a une charge positive, qui est entouré d'un électron qui a une charge négative. On connaît très bien les masses de tout ça, on connaît les charges, tout ça, ça a été mesuré au 19e siècle. Le seul truc qui ne va pas, c'est qu'au 19e siècle, on disait, bah oui, plus ça tire le moins, pouf, l'électron va venir s'écraser sur le noyau, et c'est la fin de toute la matière. La physique quantique va nous permettre d'éviter cette catastrophe. L'idée, elle est simple, en fait, c'est de dire, bah oui, il y a un comportement ondulatoire. C'est-à-dire que maintenant, on sait qu'il y a le quantum d'action, qui était ignoré au 19e siècle. Au 20e siècle, on sait qu'il existe. On sait qu'il permet de quantifier l'énergie, ce qui évite la catastrophe du corps noir, ce qui permet d'expliquer pourquoi il y a des mouvements qui sont figés à une température donnée. Là, ce qu'on va faire, c'est utiliser le principe d'incertitude d'Eisenberg. C'est-à-dire qu'on va calculer l'énergie de Coulomb, l'énergie d'attraction entre le proton et l'électron dans un atome d'hydrogène, vous voyez. Et on a une constante qui vaut à peu près, c'est-à-dire que le produit de l'énergie d'attraction que multiplie ma connaissance sur la position est de moins 231 zJ nanomètre. Le signe moins indique que c'est une attraction. C'est-à-dire que l'électron il aime bien être là. Et comme le delta X est ici, plus delta X est petit, plus l'énergie est forte. C'est la physique classique, celle qu'on avait vue au début de ce programme. Alors ensuite, c'est là où intervient ce qu'on a vu avec Heisenberg. Comme le quantum d'action n'est pas nul, il faut parler du comportement ondulatoire de la matière. On peut dire que la matière a un comportement ondulatoire. OK, et à ce moment-là, eh bien, je sais que j'ai, au mieux, si je veux être dans l'état le plus bas, le moins excité possible, je sais que mon incertitude sur produit de ma masse et de ma vitesse, que multiplie mon incertitude sur ma position, doit être de l'ordre du quantum d'action. Je ne peux jamais descendre en dessous de cette valeur. Je peux être au-dessus, bien sûr, je suis dans un état excité, mais dans l'état fondamental, le plus basse énergie, je ne peux pas être en dessous, après il n'y a rien. Je n'ai pas le droit, c'est interdit. Voilà, donc une fois que vous faites ça, on traduit ça en chiffres, ça veut dire que si on admet qu'on a une énergie cinétique de mouvement, si on connaît une précision, avec certaines précisions, la quantité de mouvement, eh bien on peut évaluer qu'on a une fonction qui varie comme l'énergie que multiplie le carré de ma connaissance de la position est une nouvelle constante qui fait intervenir maintenant le quantum d'action et non plus simplement la loi de Coulomb. Et il faut combiner les deux. C'est-à-dire que l'électron est attiré, bien sûr, par le noyau, mais plus il se rapproche du noyau, et plus il est agité. C'est-à-dire, il voit bien qu'on essaye de le confiner, ça c'est pas possible. Pourquoi? Parce que si je le confine, ça veut dire que je connais avec bonne précision sa position. Mais comme on l'a vu, si je connais avec bonne précision sa position, je ne connais plus sa vitesse. C'est-à-dire que sa vitesse peut être arbitrairement grande. Mais si sa vitesse est arbitrairement grande, son énergie cinétique est arbitrairement grande, et donc il peut échapper au potentiel attractif. On peut faire les calculs. Voilà, par exemple, je me suis placé à 1/100 de nanomètre du noyau. Là, je vois que la première contribution attractive, elle est gigantesque. Hein. Moins 23 100 zJ. C'est énorme. Mais regardez, l'autre contribution, celle qui est de répulsion, elle est de 61 000 zJ. Ce qui fait que quand vous additionnez ces deux chiffres, c'est qui gagne? C'est la valeur répulsive. C'est-à-dire que l'électron, s'il essaye d'aller là, il ne peut pas. En fait, c'est pas qu'il ne peut pas, mais il s'agite tellement violemment qu'il repart sur le dernier gradin, voire même plus loin. Et donc, vous voyez, il ne peut pas descendre en dessous de 1/100 de nanomètre.
Par contre, il ne peut pas aller très loin non plus. Pourquoi? Parce que si je passe simplement à un dixième de nanomètre, vous voyez maintenant que j'ai une valeur qui est ici de moins de 2310 zeptojoules, qui est toujours attractive, parce que c'est la force de Coulomb, mais par contre, maintenant, la répulsion a chuté. On n'a plus que 620 joules, zeptojoules, c'est-à-dire que maintenant, c'est ça qui gagne. Il n'y a que l'électron, il peut essayer d'aller très loin, mais plus il va loin, moins sa position est connue, et à ce moment-là, il est réattiré par le potentiel du proton. Et donc, vous devez voir le mouvement de l'électron dans un atome comme quelque chose, en fait, c'est pas qu'il reste sur le dernier gradin. C'est pas comme ça qu'il faut raisonner. C'est qu'il n'arrête pas d'aller vers le proton, mais chaque fois qu'il s'approche du proton, il est tellement confiné que plus il se retrouve très loin, et là, la charge du positif du proton le ramène, donc il est en fait tout le temps en train de tomber, puis de repartir, de tomber, puis de repartir, comme ça, il n'arrête pas de bouger. Et si vous faites une moyenne dans le temps de ce mouvement, vous allez trouver le dernier gradin. C'est là où il y a le plus de chances de le trouver. Dans ce mouvement incessant, c'est ce que je vous avais dit, la physique quantique vous dit que tout bouge dans la nature, on ne peut pas arrêter, donc l'électron il ne peut pas rester comme ça sur le dernier gradin. Il n'arrête pas de changer de gradin. Par contre, il ne peut pas aller sur la pelouse. Parce que là, c'est vraiment trop petit pour lui. Donc il peut bouger sur les gradins, mais il est toujours en train de repartir, de rentrer. Et c'est comme ça qu'on peut expliquer comment un électron va rester à une distance non nulle du noyau, tout en satisfaisant aux équations de Maxwell. C'est-à-dire, voilà, il est bien attiré par le noyau, mais il y a ces incertitudes quantiques qui l'obligent à échapper à cette attraction nucléaire, parce qu'il y a une variation qui est en delta x, et l'autre, ça c'est l'attraction, et l'autre qui est en delta x carré. C'est-à-dire que delta x carré, ça veut dire que c'est ce qui domine à petite distance, c'est répulsif. Delta x, c'est ce qui domine à grande distance, c'est attractif. D'où un équilibre dynamique qui dit qu'on est quelque part à 10-10 mètres, qui est la valeur qu'on mesure quand on fait de la théorie cinétique des gaz. 10-10 mètres correspond à cet état d'équilibre dynamique entre un proton qui tombe sur le noyau et puis qui repart et qui ne peut pas aller au-delà d'une certaine distance parce qu'il a une charge qui est opposée au noyau. Voilà, donc vous voyez comment la physique, le quantum d'action résout un problème qui était insoluble au XIXe siècle. Et c'est pour ça que, à partir de 1930, il n'y a plus de problème en physique. C'est-à-dire qu'on a retrouvé nos capacités calorifiques, on sait pourquoi il y a un maximum dans les spectres d'émission du corps noir, et on sait que les atomes ont le droit d'exister. Tout va bien. Tout va bien. Pas vraiment, mais ça, ce sera l'objet d'une autre vidéo.